Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est effectivement l'apport de l'IoT principalement, et puis de l'intelligence artificielle pour la maintenance, pas sous des aspects très techniques, mais à travers l'itinéraire donc de notre client et partenaire Alstef Automation, qui a entamé une démarche qu'on pourrait noter de maintenance 4.0. Et donc là, c'est de vous partager un petit peu cet itinéraire projet, les premiers retours d'expérience et les perspectives. Alors assez rapidement, on va se présenter, puis parler de ce qu'est la maintenance 4.0, en tout cas la vision qu'on en partage avec Alstef, et puis après on se focalisera vraiment sur l'expérience qu'on a menée ensemble. Alors qui nous sommes? On va commencer peut-être par toi Benoît, par Alstef. Bonjour à tous, donc Benoît Lepointe, je suis chef de service maintenance pour la direction aéroportuaire de la société Alstef Automation. Donc Alstef Automation, on fait partie d'un groupe qui s'appelle B2A Technologies, qui a été créé l'année dernière et qui est lié au rapprochement de la société Alstef et de la société BA System. Nous sommes donc intégrateurs en fait de solutions de systèmes industriels pour le domaine de la logistique avec trois grandes dominantes, donc le stockage automatisé, la préparation de commandes et les AGV. Donc via la société BA System, et on a une direction aussi chez Alstef où on est fournisseur de systèmes de tri-bagages pour les aéroports. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement entamé une démarche de maintenance 4.0 sur les systèmes de tri-bagages. Donc, après notre offre de solutions, qu'est-ce qu'on propose aussi en termes de services? Donc, on a un ensemble de suites logicielles pour pouvoir accompagner nos clients dans l'exploitation de leur système, que ce soit pour la partie intralogistique ou la partie aéroportuaire. Donc, on va avoir un ensemble de suites logicielles qui sont aujourd'hui dénommées Stockware pour toute la partie préparation de commandes, stockage, manutention. AGV Manager pour la gestion des systèmes AGV et Bagware pour la partie tri-bagages qui est en charge de l'ensemble des allocations en fait, des bagages dans ces systèmes. On a aussi un ensemble d'outils d'aide à l'exploitation. Donc on va avoir la mise en place de systèmes de supervision, SCADA, pour ces systèmes-là, mais aussi on peut être dans une démarche de déploiement de systèmes de maintenance assistés par ordinateur, donc GMAO, qu'on peut aussi proposer dans le cadre de nos projets. Ensuite, on a un service client, effectivement, où on peut proposer dans le cadre de projets neufs ou de systèmes existants on peut avoir des projets clés en main où on va réaliser l'ensemble de l'installation et après assurer l'exploitation et la maintenance de ces systèmes sur une durée variable, pluriannuelle généralement. Et cela rentre dans le cadre de contrats généralement à obligation de performance. On a aussi une hotline, notamment pour la partie informatique et automatisme. On assure aussi un ensemble de formations et on a un déploiement via notre réseau de filiales qui est somme toute assez mondial. Donc Alstef Automation dans le groupe B2A, donc c'est un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. On a une croissance très importante depuis 5-6 ans. On peut voir effectivement, il y a un laser. Un laser. Donc on a une répartition assez homogène entre la partie aéroportuaire et la partie intralogistique et une petite activité dans le médical, notamment avec des systèmes AGV pour le milieu médical avec un partenaire qui est General Electric. Donc voilà. On a à peu près 530 collaborateurs et on fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui à l'export. Et ça représente à peu près 1500 AGV, à peu près 1000 transstockers et je pense une bonne trentaine aussi de systèmes de tri-bagages installés aujourd'hui. Donc comme je disais, on a une présence qui est assez mondiale. On est présent sur 4 continents aujourd'hui. Donc notamment plutôt pour la partie aéroportuaire aujourd'hui, mais notre développement actuel avec le groupe B2A, on utilise beaucoup les filiales actuelles de Alstef pour déployer aussi notre solution à l'export. Mais aujourd'hui, effectivement, l'ensemble de nos filiales aujourd'hui sont plutôt liées à l'activité aéroportuaire. Donc on va retrouver une filiale en Amérique du Nord à Montréal, à l'aéroport de Montréal, une filiale à Zagreb, une filiale à Moscou, et une petite filiale aussi en Turquie.
Et nos 2 sièges sociaux se situent donc à Orléans pour Alstef et à Mordel, proche de Rennes, pour BA System. Je te laisse la parole. Merci Benoît. Carl Software, donc nous sommes une société du groupe Berger-Levrault. Donc Berger-Levrault, c'est un éditeur de logiciels historique, très ancien, plus de 400 ans, qui est donc dans l'édition pour tout ce qui est système pour les collectivités, les administrations d'État et aussi dans le secteur privé, notamment avec les activités de Carl. Donc les activités de Carl sont depuis une trentaine d'années focalisées sur la gestion de maintenance assistée par ordinateur, c'est le terme qu'on utilise en France, mais plus globalement, tout ce qui est la gestion d'équipement, avec l'objectif d'aider tous les services techniques, que ce soit dans le milieu industriel, hospitalier, le transport ou la santé, à avoir une maintenance performante et économique. Alors Carl Software en particulier, nous sommes basés à Lyon, à Limonest, là juste au nord de Lyon. C'est 150 collaborateurs dédiés à l'activité de gestion d'équipement. Et bon, nous sommes le leader français sur le domaine de la gestion d'équipement. Le groupe, en quelques chiffres, donc le groupe Berger-Levrault, c'est à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 1700 collaborateurs donc dans les différentes activités que j'ai citées tout à l'heure. Je vais faire un petit focus, puisque c'est un peu mon activité à moi et l'objet du projet qu'on présente aujourd'hui, sur ce qu'on fait en termes de recherche et innovation. Donc au niveau du groupe, on a beaucoup de partenariats de recherche, 23 millions investis, presque 24 dans la R&D. Dans les activités propres à la gestion d'équipement, on est à 2 millions, un peu plus de 2 millions investis, principalement sur l'IoT, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, la gestion d'énergie, et puis tout ce qui est système de représentation graphique, donc cartographie ou BIM. Alors, sur la maintenance 4.0, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est essayer de resituer, de vous donner la photo qui est la nôtre de l'industrie 4.0. Donc l'industrie 4.0, elle s'appelle comme ça parce qu'elle matérialise ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Donc là, sur une échelle de temps, j'ai mis les précédentes. Ce qu'il faut noter pour les révolutions industrielles, c'est qu'elles ont toujours été accompagnées jusqu'à présent d'une révolution énergétique. La première est liée à l'apparition des machines à vapeur. Donc on commençait à utiliser l'énergie fossile, notamment le charbon, pour mécaniser les choses. Donc ça, c'est la première. La deuxième est plutôt liée cette fois-ci, non pas à l'énergie fossile directement, mais à l'énergie électrique, alors qui peut être obtenue par l'énergie fossile, certes, mais c'est l'avènement de l'énergie électrique qui a permis en fait de faire de la mécanisation de masse. Donc ça a changé la société, certes, mais ça a aussi permis de faire de la mécanisation de masse. La troisième, elle est liée à une nouvelle forme d'énergie, plus nano, qui est liée au transistor, et notamment aussi à l'accès à l'énergie électrique qui a été démultiplié par l'énergie nucléaire. Et c'est ce qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, ou que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, c'est tout ce qui est lié à l'automatisation. Donc le passage, l'entrée de l'informatique dans les chaînes de production, et notamment à travers l'automatisation. La 4e révolution industrielle, en fait, elle s'appuie très fortement sur la 3e, et elle est sur une nouvelle forme d'énergie très particulière qu'on appelle la donnée, qui est en fait à quantifier comme une forme d'énergie. Et elle a vocation à... Alors déjà, ça a certes transformé la société. En l'occurrence, nous sommes tous connectés en réseau. Donc c'est le plus gros facteur de la 4e révolution industrielle. C'est la connectivité complète. Donc là, vous avez tous des smartphones, j'en suis quasi sûr. Et vous êtes tous connectés à différents systèmes et tout le monde est interconnecté. Dans le milieu industriel, c'est la même logique. C'est la 4e révolution industrielle, c'est avant tout l'Internet des objets. Donc c'est de mettre l'ensemble des moyens actifs qui participent à la production connectés à un même réseau qui est un réseau global et pas juste un réseau local. Donc ça, c'est le premier facteur. Et ça permet d'aller vers une approche qui est différente de l'automatisation, qui est ce qu'on appelle les systèmes cyberphysiques. Donc j'expliquerai ce qu'est un système cyberphysique un petit peu plus tard. L'idée déjà, c'est les technologies majeures qu'on va trouver dans l'industrie 4.0 et sur lesquelles on a travaillé avec Alstef, sont d'abord liées à des technologies réseau. Donc il y a les réseaux haut débit, bien sûr, et puis à des formes de représentation des activités des équipements ou des équipements eux-mêmes. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais les deux grandes technologies qui vont nous intéresser sont
la capacité d'avoir des réseaux partout et donc de connecter n'importe quel système, n'importe quelle machine à un réseau global. Et puis d'avoir des capacités de traitement dans le cloud ou en local qui soient très différentes de ce qu'on faisait aujourd'hui avec seulement du stockage orienté big data, mais une capacité de traiter automatiquement ces données. Et c'est là que ce qu'on appelle en termes marketing l'intelligence artificielle, ce que j'appellerais ici plutôt l'apprentissage automatique, permet d'explorer automatiquement et de valoriser automatiquement ces données. Voilà, alors pour faire ça, bien sûr, dès qu'on dit on se connecte à un réseau global, se pose tout de suite deux grands problèmes. La sécurité, voilà, comment je peux avoir confiance dans ce réseau, confiance dans ces données numériques et comment je gère la sécurité de ces informations. Et puis la transformation de la donnée en service, comment je rends un service à partir des données. Et c'est globalement la logique de ce qu'on appelle les API. Quelle vision on emporte chez Carl et chez Berger-Levrault de toutes ces technologies-là? Eh bien, c'est d'aller effectivement vers une logique de numérisation la plus complète possible du réel, et notamment là, dans le cas qui nous intéresse pour la maintenance, de créer un jumeau numérique des équipements, ou d'un ensemble d'équipements, ou d'une usine, ou d'un territoire, avec une vocation orientée maintenance. Donc quand on dit maintenance, vous allez voir qu'on commence à être à cheval en fait, entre de la maintenance telle qu'on l'a connue jusqu'à présent et de l'optimisation qui était plutôt du domaine de la production. Donc on va commencer à faire effondrer un petit peu la frontière qu'il y a entre la maintenance et la production. Pour ça, on va capter des données de différentes sources. Je ne vais pas commenter toutes les pétales. Aujourd'hui, on va beaucoup se focaliser sur la partie IoT. Et la particularité, c'est qu'en écoutant systématiquement l'environnement et les machines, on va pouvoir avoir des modèles qui s'adaptent, avoir des images ou des représentations numériques des équipements qui s'adaptent et qui vont nous servir pour produire des recommandations ou assister les équipes de maintenance. Donc là, j'ai un peu entamé sur ce que je dis là. Hein. Alors, notre position n'est pas de faire de la maintenance prédictive. Alors, Karim n'est pas là aujourd'hui, il est malade, mais il n'aime pas trop ce terme. Mais on ne va pas se focaliser là-dessus. Effectivement, notre objet, ce n'est pas de prédire des pannes, typiquement de dire ce vidéoprojecteur a 70% de chance de tomber en panne dans 2 jours. C'est intéressant, mais on va aller un peu plus loin. C'est plus de dire comment on peut rendre service à ceux qui sont là pour optimiser les équipements ou les entretenir. Et donc pour faire ça, je vais faire un parallèle avec le GPS. Vous avez Bison Futé qui vous donne des prévisions de trafic et donc qui vous dit le trafic qu'il y aura sur une autoroute à un moment donné, sur une période donnée. Et vous avez de l'autre côté des systèmes de type GPS connecté qui, eux, en fait, ne vous donnent pas une prévision de trafic. Vous lui donnez un point A, un point B, et ils vous donnent le chemin optimal. On est exactement dans la même logique. On ne va pas chercher à donner absolument une prévision à l'utilisateur, parce que je ne crois pas que les équipes de maintenance travaillent avec des prévisions, ce n'est pas ça exactement leur travail. On va plutôt leur donner la recommandation sur, dans le contexte où ils sont, quel est le meilleur acte de maintenance à faire et quand est-ce qu'il faudrait le faire. Voilà le positionnement. Alors pour faire ça, on fait quand même de la maintenance prévisionnelle, on connecte des données. Juste pour rappeler, le grand intérêt pour nous tous là, de la maintenance prévisionnelle, c'est d'éviter trop de préventifs qui certes évitent les pannes, limitent les risques, mais peut coûter très cher, et trouver le bon curseur entre la panne, le surpréventif via la maintenance prévisionnelle, et ça on le fait en collectant des données. Alors Benoît expliquera plus concrètement tout à l'heure ce positionnement qu'ils ont dans les aéroports. Voilà, alors donc, comme je l'ai un peu introduit tout à l'heure, ce que ça peut changer, c'est qu'effectivement, on se trouve dans un facteur où on n'est plus juste là pour réparer, en fait, ou agir seulement quand il y a des pannes. On peut aussi envisager des actes de maintenance pour faire de l'optimisation. L'année dernière, j'étais venu là, je crois, présenter l'expérience qu'on menait dans le bâtiment Carl, donc c'est un autre domaine, pas industriel, plutôt orienté gestion du bâtiment, confort de l'usager et optimisation d'énergie. Et là, dans ce cas-là, en fait, l'équipe maintenance, les recommandations qu'on lui donnait, à 80%, ce n'était pas des choses qui avaient à voir avec de la panne, mais plutôt à comment optimiser l'énergie pour maintenir la température stable dans une pièce, etc. Et donc, on a une frontière qui s'efface entre ceux qui sont chargés de gérer la production et ceux qui sont chargés de gérer l'entretien. Je ne vais pas commenter tous les bénéfices. Les deux grands bénéfices à faire de la maintenance adaptée à l'industrie 4.0 collent en fait un peu aux grands objectifs de l'industrie 4.0.
Bien sûr, il y a des objectifs de coût, mais qui ont toujours existé. Ce qui change beaucoup aujourd'hui dans le monde industriel, c'est le besoin de flexibilité. Voilà. La capacité d'adapter le moyen de production de masse, qui doit produire des choses qu'on pourrait appeler locales, c'est-à-dire une production globale, mais adaptée localement, quasiment à chaque type de client. Et donc ça, c'est un vrai défi pour un moyen industriel, et ça demande beaucoup de flexibilité, et ça peut importer pas mal de contraintes sur la disponibilité des équipements. Donc ça, c'est un des bénéfices quand même à avoir ce type de maintenance. Et puis la consommation d'énergie aussi, sur laquelle on peut obtenir pas mal d'optimisation. Enfin, sur les équipes techniques, ce qui concerne directement les équipes techniques ou les équipes de maintenance, on le verra là dans le projet qu'on a mené avec Alstef, c'est aussi de fabriquer des connaissances supplémentaires, de donner des informations complémentaires qui sont obtenues à partir des données, et d'augmenter le niveau de connaissance. Alors pour faire ça, on a toute une logique de collecte de données, donc de systèmes informatiques ou de systèmes numériques, qui ont vocation à collecter des données à deux échelles complètement différentes. L'échelle de la mesure de l'environnement et de l'observation de l'environnement qui se fait à fréquence très courte, voilà, donc de l'échelle du capteur. Et puis, d'un autre côté, des informations beaucoup plus qualitatives qui viennent déjà des données structurées de gestion, de la documentation, des savoir-faire, qui sont plutôt des choses en données structurées et écrites en langage naturel. Et donc, on va essayer de collecter toutes ces données, de les fusionner, de les traiter le plus automatiquement possible, de déterminer si elles ont une qualité suffisante. Et à partir du moment où on en est certain, on va commencer à les explorer, donc avoir des logiques de traitement par apprentissage automatique qui vont explorer ces données, trouver des corrélations dedans, et puis petit à petit on va arriver au niveau de la recommandation de maintenance, qui peut tomber bien sûr dans un outil de gestion de maintenance qui est l'interface pour le technicien de maintenance. Voilà, alors pour conclure ma partie, cette partie-là, il faut effectivement bien voir qu'on va essayer de faire rentrer, en fait, de fusionner un peu les systèmes automatiques avec les systèmes de gestion, en quelque sorte, et c'est ce qu'on appelle en fait des systèmes cyberphysiques. Alors, la cyberphysique ou la cybernétique, c'est aussi vieux que l'informatique, ça date des années 50, mais là on est capable de le faire parce qu'on a les moyens technologiques. Et donc la philosophie, c'est quoi ? Vous avez le monde physique, une machine, un territoire, un bâtiment, et on va essayer de collecter le maximum sur l'environnement, d'agréger ces données, de les analyser, et pourquoi pas d'agir sur l'environnement. Alors le positionnement de Karl et de Berger-Leroux, nous sommes des éditeurs, donc nous n'agissons pas sur les machines directement, on n'est pas dans ce système de type de système cyberphysique, l'action, on va la faire par les équipes métiers. Donc il y a bien un rôle très important de l'humain, ce n'est pas des systèmes complètement automatiques. L'humain reste là à la fois pour recevoir la recommandation et voir si elle est applicable. Et si elle n'est pas applicable, en fait, il renvoie une réponse en quelque sorte physique. Il réapprend au système que la recommandation était fausse et qu'il faut la réajuster. Voilà la philosophie. Pour collecter des informations sur les objets connectés, là je vais donner quelques informations un peu technologiques. Il faut supporter différentes technologies, je ne vais pas m'attarder sur toutes, mais effectivement la logique c'est que le marché de l'IoT n'étant pas très mûr encore aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies différentes sur les technologies radio, filaires, les protocoles de communication, donc on en supporte le maximum, donc on supporte tout cela. Et puis, pour fonctionner, vous l'avez compris, vu que ce n'est pas très mûr, il faut s'appuyer sur deux types d'écosystèmes. Un écosystème de partenaires technologiques qui peuvent accompagner nos clients et qui permettent à nos clients de choisir la bonne technologie à utiliser dans leur contexte. Et puis, des partenariats, là, je l'ai cité tout à l'heure, sur nos travaux de recherche plus académiques, avec des équipes de recherche autour de l'apprentissage automatique. Et enfin, c'est quand même important, c'est quand même la finalité, c'est comprendre l'usage, comprendre les attentes des équipes, là en particulier de maintenance. Et ça, on le fait à travers des partenariats institutionnels. Alors ça peut être avec du monde industriel comme Montblanc Industrie, ou là en l'occurrence, on est à la FIM, avec la FIM. Bon, on va passer à l'expérience Alstef. Je vais peut-être te laisser présenter le contexte, Benoît. Oui, donc dans le cadre de ce projet-là, en fait, je vais quand même rappeler succinctement en fait, le contexte aéroportuaire dans lequel nous sommes et dans lequel on souhaite implanter ce projet et le déployer par la suite. On pourrait résumer en fait, le contexte aéroportuaire suivant trois aspects. Un premier qui est l'aspect technique. Concrètement, les systèmes que nous mettons en place sont composés d'un certain nombre d'équipements. Ces équipements, quand on les regarde de manière
unitaires. Ce sont des équipements qui ne sont pas très très complexes. La mécanique est assez fiable en plus. On n'a pas vraiment de grosses problématiques à ce niveau-là. La mécanique est assez bonne. Ce qui devient en fait complexe dans les systèmes aéroportuaires, c'est justement cette notion de système. C'est-à-dire qu'après, quand on vient interfacer l'ensemble des équipements les uns avec les autres, on crée des couches d'architecture. Donc on va avoir une architecture couche basse, une architecture automatisme, après une supervision, puis après on va avoir ce qu'on appelle un SAC, donc c'est un système d'allocation, avec une couche informatique importante et qui, elle, va communiquer avec un certain nombre d'autres réseaux de l'aéroport. Et là, quand on commence à regarder un peu de cette vision-là, le système commence à devenir complexe. Autre chose qui est assez compliquée par rapport à, si je fais l'amalgame avec des systèmes de tri plutôt colis, on va retrouver des colis qui sont de format carré avec un poids homogène, avec comment je pourrais dire, enfin un format qui est assez typique. Le problème dans les systèmes de tri bagages, c'est qu'on a une disparité très importante du bagage. Il suffit de voir les bagages que vous avez chez vous. Il y en a des mous, des durs, avec des gabarits différents, avec des grandes poignées, etc. Donc on a des comportements qui sont très peu prévisibles et ça génère une grande source d'aléas et c'est ce qui pose aussi problème dans l'exploitation des systèmes de tri bagages. Bon, en ça, cet aspect-là, on ne peut pas vraiment le modifier aujourd'hui et ce n'est pas le but de la recherche. Par contre, on a deux autres aspects. Le premier, ça serait donc l'aspect exploitation. Donc en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, Alstef propose dans le cadre de contrats de maintenance la mise en place d'une exploitation du système, c'est-à-dire que c'est nous qui drivons avec nos équipes sur place le système de tri-bagages. Et donc, forcément, les aéroports, on peut s'en douter, les enjeux financiers peuvent être très importants dans le cadre d'un crash de tri-bagages, pas d'avion. On peut avoir des retards de vol importants, on peut avoir, voire même des annulations de vol, on peut avoir des bagages rush. Donc les bagages rush, c'est les bagages qui malheureusement ne sont pas partis dans l'avion, mais l'avion, lui, est parti. Donc forcément, vous allez avoir des clients qui vont faire pas mal de plaintes, et donc forcément, les compagnies derrière doivent gérer ces cas-là. Et donc, quand ils se retournent, souvent ils se retournent vers l'aéroport et l'aéroport se retourne vers nous en fait, vers Alstef. Donc forcément on a des niveaux de service qu'on appelle des SLA, Service Level Agreement, qui sont de plus en plus importants, de plus en plus exigeants et on doit assurer des taux de disponibilité système très élevés de l'ordre de supérieur à 99% pour la plupart des cas. L'autre aspect et le dernier c'est l'aspect maintenance. Alors l'aspect maintenance, on a une stratégie aujourd'hui de maintenance qui est essentiellement liée à la limite des risques. La limite des risques aujourd'hui en maintenance, elle s'applique par le fait qu'on va réaliser énormément de préventifs pour justement éviter, ou tout du moins diminuer le risque d'avoir une panne qui pourrait engendrer derrière un arrêt du système et donc des complications importantes et des enjeux financiers qui pourraient apparaître derrière. Donc, quand on fait une première analyse assez macro, on peut se rendre compte qu'on a des taux de maîtrise. Donc ça, c'est un indicateur que nous, on suit assez fréquemment. Donc le taux de maîtrise, pour rappel, parce qu'il peut avoir plusieurs noms suivant les industries, mais on compte en fait le nombre d'heures de préventif qu'on fait sur le nombre d'heures de maintenance totale. Et on se retrouve aujourd'hui avec des ratios qui sont pour la plupart supérieurs à 80-90% du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de 80% du temps est affecté à la réalisation de maintenance préventive. Ce qui est pour le coup assez important. Dans mon expérience passée, j'ai pu travailler dans d'autres types d'industries. On est plutôt sur des ratios de l'ordre de 40 à 60%, parce qu'après, c'est pareil, il faut mettre le curseur au bon endroit. Il y a des risques plus ou moins importants qui peuvent être financiers, qui peuvent être au niveau de la production, etc. Mais des fois, on peut accepter d'avoir une panne, parce qu'on sait que cette panne ne va pas être très importante pour la production ou ne va pas engendrer de coûts très importants. Donc on peut très bien se poser la question de se dire ça tombe en panne, on la réparera à ce moment-là, on ne fera pas de préventif très important dessus. C'est une stratégie. Après, il faut voir l'ensemble des données d'entrée et ce qu'on souhaite réaliser derrière. Ensuite, on a des problèmes aussi d'accessibilité. En fait, je peux faire une image assez succincte, mais si vous regardez un système tri-bagages de haut, ça ressemble un peu à un plat de spaghettis. Vous allez retrouver en fait plusieurs niveaux dans une même salle avec des convoyeurs un petit peu partout, des accessibilités qui sont très compliquées. On travaille beaucoup sur la maintenabilité de nos équipements et il s'avère que souvent c'est quand même assez difficile. Et on marche beaucoup sur des compromis concrètement, parce qu'on a des flux à faire passer, on a un certain nombre de fonctionnalités à assurer et dans un espace qui est la plupart du temps assez restreint et qui nous est imposé. Généralement, le bâtiment, c'est pas nous qui en décidons l'architecture.
Donc on a des problèmes d'accessibilité aussi, ce qui engendre pas mal de problématiques en termes de maintenance et notamment d'aspect logistique pour la maintenance. Et enfin, on a des équipements vitaux. Alors je les appelle vitaux parce que c'est des équipements qui peuvent, dans une ligne de prod, peuvent ressembler à des goulots d'étranglement par exemple, ou si vous savez que cet équipement-là tombe en panne, concrètement vous arrêtez une grosse partie, voire toute l'installation. Ces équipements-là ne doivent absolument jamais tomber en panne chez nous, parce que pour le coup, on se retrouve dans le cas d'exploitation où on va avoir énormément de problématiques à gérer, ça va être le feu, on va faire le pompier, et ça va être très compliqué à gérer. Donc on se doit de les surveiller constamment, et là-dessus on fait pareil, énormément de préventifs. Et donc en fait, l'idée de ce projet, c'est pour ça que je rappelle le contexte, c'est quand même très important, c'est qu'en fait, pour nous, aujourd'hui, l'aspect technique, on ne peut pas vraiment le retravailler. On peut l'améliorer, hein, effectivement, on est constructeur de systèmes, donc on fait en sorte au quotidien d'améliorer nos systèmes, les rendre plus fiables, etc. Mais les rendre plus fiables, ça ne veut pas dire qu'ils tomberont jamais en panne, en fait. Parce qu'on peut avoir plusieurs causes externes qui peuvent justement créer ces pannes. Et ces causes-là, malheureusement, on ne les maîtrise pas toutes. Et donc c'est pour ça que les enjeux en termes de maintenance, hein, j'entends bien en termes de stratégie de maintenance, ils se jouent plutôt sur les deux autres aspects en fait. Celle de l'exploitation, qui nous donne des prérogatives et qui nous contraint à un certain nombre de niveaux de performance, et l'aspect maintenance où on a énormément de problèmes d'accessibilité de temps à autre, des équipements très vitaux à surveiller. Donc, avant de parler de maintenance 4.0, on s'est quand même posé quelques questions. Et donc, on a fait une démarche un peu d'avant-phase, d'avant-projet pour essayer d'identifier quelles étaient nos problématiques, comment on pouvait améliorer notre gestion de la maintenance, notre stratégie. Donc, on a évoqué plusieurs pistes. On a commencé même à travailler sur plusieurs de ces pistes-là. Donc, il y a l'analyse de la GMAO. Typiquement, on a tous une GMAO aujourd'hui. C'est un outil indispensable pour suivre une activité de maintenance. Je pense que tout le monde est assez d'accord sur ce point-là. Un des problèmes de la GMAO, c'est que le facteur humain qui rentre dans la GMAO est très très important, voire même est essentiel. Et l'analyse qu'on peut en ressortir, malheureusement, elle reste pertinente dans une vision macro où on pourrait identifier des tendances. Maintenant, dès qu'on veut commencer à rentrer dans le détail, le facteur humain vient jouer un rôle essentiel et devient problématique. Parce que votre technicien ou un autre technicien qui va avoir la même panne n'aura pas forcément la même sensibilité, ne va pas remplir un commentaire exactement de la même manière. Et il devient très compliqué si on n'instaure pas un cadre strict de saisie, de reporting dans la GMAO. Il devient très compliqué de commencer à réaliser des analyses poussées et essayer d'identifier quelles sont les causes racines des problèmes. Parce que la sensibilité humaine est différente pour chaque personne. Et donc ça, c'est un problème. La deuxième stratégie qu'on a voulu mettre en place, c'est avoir une approche de type RCM ou MBF, ça dépend si on parle en France ou en anglais, mais donc la RCM c'est Reliability Centered Maintenance et MBF maintenance basée sur la fiabilité. Donc ça concrètement, voilà, ce sont des stratégies qui existent déjà depuis une trentaine d'années, qui viennent du milieu aéronautique, qui ont prouvé en fait leur efficacité. On parle beaucoup en fait de l'analyse des risques en fait d'une panne. Bon, le problème de cette typologie en fait de stratégie, c'est la lourdeur extrême en fait de ces processus-là et le coût que ça engendre derrière, parce qu'il vous faut une équipe quand même assez staffée pour pouvoir mettre en place l'ensemble de cette stratégie-là. Et donc au final, on revient avec un coût très élevé et on ne résout pas notre problème. Donc à notre sens, aujourd'hui, ces approches-là qui peuvent nous donner de très bonnes idées et nous orienter sur différentes stratégies, aujourd'hui on ne les applique pas dans le domaine aéroportuaire parce qu'elles sont très très lourdes. Et donc enfin, on est arrivé sur une dernière approche qui serait donc une maintenance prévisionnelle et adaptée, et non pas prédictive comme le disait Youssef tout à l'heure. Et je trouve que ce mot est très bien utilisé. On ne parle pas vraiment de maintenance prédictive. L'idée, c'est pas d'avoir une boule de cristal et d'être capable de dire que dans 20 minutes vous avez un roulement qui va sauter. On n'y arrivera jamais de toute façon à avoir cette certitude-là. Et donc en fait, on se pose deux questions. En gros, c'est est-ce qu'on sera en mesure en fait, de suivre une évolution d'un équipement dans le temps et d'adapter sa maintenance et de se dire, en fait, je ne fais pas du préventif calendaire comme on pourrait l'entendre en systématique, etc. Je ne fais pas non plus du conditionnel qui au final est basé sur de la théorie, parce qu'on va lui dire toutes les 5000 heures, vous faites tel entretien. Mais 5000 heures, ça veut dire quoi ? Entre deux équipements qui sont similaires, ils n'ont pas forcément tourné de la même manière, ils ne sont pas sollicités de la même manière non plus. Donc cette approche conditionnelle reste quand même en partie théorique et doit être ajustée tout le temps. Donc elle nous a
dérangeait pas non plus. C'est pour ça que la partie adaptée est très importante et c'est là-dessus qu'on essaye justement de centrer aussi le projet. C'est pas forcément de prédire effectivement des pannes, mais c'est d'être capable de monitorer un équipement et de voir à partir d'un certain seuil une tendance qui va venir et qui va nous dire ok, là je pense que cet équipement a vraiment besoin d'une maintenance pour revenir à son état de fonctionnement initial. C'est pour ça que j'appelle ça une approche conditionnelle réelle, parce qu'on se base réellement sur du monitoring au quotidien. Et enfin, si on pouvait aller plus loin, est-ce qu'on pourrait identifier une dérive qui engendrerait une défaillance dans un futur proche et non pas à 20 minutes, parce que bon, on sait très bien que ça, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Donc les objectifs du projet, concrètement, alors ça reste assez générique, mais pour le coup, il faut quand même se fixer un certain nombre d'objectifs. Dans un premier temps, effectivement, si on a un projet qui va nous augmenter les coûts de maintenance, on va avoir du mal à le vendre. Sauf si vraiment il est pertinent, mais concrètement aujourd'hui ça ne marche pas. Donc l'idée c'est effectivement de diminuer en fait cette part de maintenance préventive, cette part de maintenance corrective, d'anticiper au mieux les défaillances autant que faire se peut, et de diminuer aussi un certain nombre de choses qu'on fait en temps transverse ou annexe, en temps masqué, qui sont les rondes de maintenance, qui sont essentielles aujourd'hui pour justement, parce qu'on n'a pas de monitoring, pour identifier quel est l'état de l'équipement. Mais une ronde, ça reste quelque chose d'assez basique. D'améliorer les performances aussi, forcément, parce que si on réduit les défaillances, forcément on augmente notre taux de disponibilité, donc ça va de soi. D'augmenter la flexibilité de nos équipes. Aujourd'hui, nos équipes sont très peu flexibles puisqu'on a des plages d'intervention très limitées. On est obligé de staffer un certain nombre de personnes pour anticiper, dans le cas d'une défaillance, être capable de réagir. Tout ça, ça enlève de la flexibilité. Et puis derrière, étant donné qu'on est constructeur aussi et qu'on a la chance en fait d'avoir un peu cette boucle de feedback de la maintenance, c'est une chance qu'on a et on essaye de justement la mettre à profit, c'est d'alimenter en fait le retour d'expérience concrètement. C'est-à-dire que quand on a des défaillances, l'idée c'est d'identifier au mieux une root cause, une cause racine et de pouvoir la remonter à notre bureau d'études mécaniques ou bureau d'études autres et lui dire voilà concrètement on a des problèmes aujourd'hui qui sont liés à ça et on est capable de l'identifier de manière certaine, contrairement à aujourd'hui où on se dit ah bah peut-être que c'est lié à ça ou peut-être que c'est lié à ça. Donc c'est une chance. Et puis en même temps, effectivement, on parle tous de maintenance 4.0, donc l'idée c'est aussi de pouvoir communiquer auprès de nos clients et de leur proposer des solutions innovantes qui ne sont pas complètement mises en place aujourd'hui. Voilà. Donc les enjeux du projet, je parlais un peu dessous tout à l'heure, mais forcément il faut qu'on arrive à avoir un ROI qui soit identifiable et qui nous permette d'identifier réellement des mesures d'économie, de pouvoir monitorer des points clés de l'installation. Je parlais tout à l'heure des goulots d'étranglement, etc. L'idée n'est pas de monitorer l'ensemble de l'installation. C'est pour ça qu'on se cible sur les goulots, sur les équipements qui ont une accessibilité très compliquée. Maintenant, on a un problème qui est le contexte, il y a des coupures, qui est dans le contexte aéroportuaire, l'aspect cybersécurité. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles, c'est une raison majeure, où dès le début on a identifié une barrière physique réelle à mettre en place entre notre solution de monitoring et la solution actuelle de gestion et de contrôle commande de l'installation. On pourrait récupérer un certain nombre de données depuis notre installation, sauf qu'en fait, ça met en place ça met pas en place, mais ça nous contraint davantage en aspect cybersécurité au niveau des aéroports. On est sur des lieux qui sont pour la plupart OIV, et donc là-dessus, malheureusement, on a des marges de manœuvre très faibles. C'est pour cette raison que dès le début du projet, on a décidé d'avoir un système vraiment plug and play, absolument pas communiquant avec tout le contrôle commande de l'installation, et ce qui fait que, en termes de cybersécurité, on arrive déjà à passer un palier, quoi. Et la deuxième contrainte, qui n'est pas des moindres, mais c'est qu'on est sur une technologie qui, comme disait Youssef tout à l'heure, est pas encore complètement mature. Dans le cycle de hype, on est à peu près en haut de la première courbe, et donc bientôt ça devrait s'écrouler. J'espère pas. Mais en gros, voilà, on est dans une technologie qui est pour l'instant pas complètement mature. Il y a beaucoup de choses qui arrivent au quotidien, de nouvelles solutions, etc. Et donc, ça veut dire aussi que les choix à faire, il faut les penser sur plusieurs années pour ne pas réinventer à chaque fois le système. Donc, pourquoi être accompagné concrètement? Nous, on s'est posé cette question-là. On a inscrit ce sujet dans notre comment je pourrais dire, dans notre programme R&D, pardon.
L'idée, c'est que de toute façon, nous, aujourd'hui, on est des experts métiers, mais on n'est pas des experts de l'informatique, on n'est pas des experts de l'IoT, on n'est pas des experts d'intelligence artificielle. Donc en fait, le besoin, on l'a ressenti très très rapidement, je vais dire dès les 2 premières semaines, où on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait besoin d'un accompagnement réel pour pouvoir mettre en place ce projet-là, valider un concept. Le concept, en fait, il doit être complètement intégré aussi à nos processus de GMAO, en fait. Donc, l'idée, c'est que, j'en parlerai tout à l'heure, mais l'idée, c'est que la solution qu'on doit mettre en place, elle doit être utilisable par nos techniciens sur site. Nos techniciens ne sont pas informaticiens, ils ne sont pas analystes, donc il faut quelque chose de pragmatique, de quelque chose de simple à utiliser. Et aujourd'hui, l'outil le plus simple qu'on utilise, c'est la GMAO. La GMAO, les techniciens savent l'utiliser. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un système qui soit capable de s'interfacer de manière la plus naturelle possible avec notre GMAO. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on est parti sur une co-R&D en fait avec Carl Software, parce que c'est aujourd'hui notre fournisseur de GMAO, qu'on s'est retrouvé à un moment donné, début d'année dernière, avec Carl Software qui d'un côté commence à travailler sur la mise en place d'un système de gestion des IoT, cherche un industriel pour pouvoir valider un peu son concept aussi, parce que Carl Software n'est pas un expert, enfin n'est pas un industriel. Et puis nous de notre côté, nous sommes industriels, mais on n'a pas la technologie pour pouvoir mettre en place ça. Donc la co-R&D en fait, elle est venue vraiment naturellement. Et ça nous a permis vraiment de partager nos expériences communes et d'essayer de trouver vraiment un concept à valider et qui, pour le coup, on l'espère rapidement, en fait, montrera de très bons résultats. Voilà. Je vais te laisser reprendre. Oui, donc Benoît a bien expliqué tous les objectifs pour Alstef dans le projet. Donc nous, de notre côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait des travaux de recherche, des prototypes. Donc voilà, il y a la conjonction entre les deux. Les livrables concrets en termes de logiciels qu'on va voir là dans les résultats, les premiers résultats déjà, c'est effectivement cette capacité à hyperviser des machines ou un lot de machines. Et puis d'offrir à Alstef déjà le lien direct entre sa machine et la GMAO. En direct, sans passer par une supervision, un SCADA, pas d'intermédiaire. Premier niveau de maintenance conditionnelle. Et puis, aller vers tout ce qui a été évoqué, donc détection automatique d'anomalies, prévision de dérives et de tendances. Alors, pour faire ça, on a séparé effectivement les chaînes. Donc, il y a eu un dispositif de collecte à part entière qui a été mis en œuvre sur le tapis convoyeur. Donc, différents capteurs donc radio qui communiquent sur une chaîne à part et qui sont directement après reliés en réseau avec d'autres capteurs, d'autres machines et Internet. Les dispositifs qu'on mesure, c'est l'intensité, on s'intéresse beaucoup au système motoréducteur, donc les intensités et les températures, les vitesses de déplacement du tapis, et enfin, vu que c'est des tapis à bande, la position de la bande, si elle ne se décentre pas, ce genre de choses. Donc tous ces capteurs ont été rajoutés par la suite, et l'idée, c'est nous, on n'est pas l'industriel, donc on a un certain nombre de recommandations, peut-être parfois d'exigences en tant que fournisseur du système logiciel sur la chaîne de captage, mais c'est l'industriel qui l'apporte. Voilà, c'est un peu la philosophie, parce que ça fait partie du patrimoine industriel, à la fois les données qui vont être collectées, mais à la fois les capteurs. Voilà, donc il y a eu tout un système qui a été mis en œuvre et qui permet de collecter les données et de les ramener directement dans une plateforme. Alors quand on a les données, c'est bien. Bien sûr, il faut faire recoller les données au métier. Et pour ça, en général, on veut faire apprendre à des algorithmes. Et pour qu'ils apprennent, il faut qu'ils aient le contexte. Et le contexte, souvent, on va le chercher dans de la connaissance, et je vais dire finalement dans la GMAO. Donc on aurait pu aller chercher le contexte dans l'historique de GMAO ou dans l'historique d'autres outils de gestion. Le fait est que dans la GMAO, actuellement chez Alstef, ils n'avaient pas un niveau de détail qui nous intéressait, qui était le symptôme à l'origine de la panne ou de l'intervention. Donc on a fait le choix de dire, autant dans le bâtiment Carl on était parti de notre historique, autant là on a dit, bon très bien, en fait on va mener des expériences. Donc Alstef était prêt à le faire, ils ont monté on a utilisé un convoyeur réel et on a exécuté des expériences dessus. Donc tout un plan d'expérience a été mis en œuvre par des logiques de data science. Regardant, en gros, pour un convoyeur qui paraît être un dispositif simple, il y a à peu près 13 500 cas de causes de panne possibles quand on regarde dans le détail. Évidemment, on n'a pas joué 13 500 cas de causes de panne. On a mené une analyse, on est revenu à 240, ce qui est déjà pas mal. Et donc ici, l'objectif, c'est on va chercher à détecter 3 choses
quel est le mode de fonctionnement du convoyeur. Donc est-ce qu'il est en marche arrêt, est-ce qu'il a un bagage lourd qui est tombé dessus, est-ce qu'il emmène des bagages légers. Évidemment, pour faire ça, on n'a pas de capteur de poids, hein. On va essayer d'analyser ça plus globalement. On va chercher aussi à savoir, est-ce qu'il y a une panne ou pas, tout court. Est-ce qu'il y a une panne à l'instant T. Et puis après, on va essayer de savoir aussi à l'instant T, en autodiagnostic, quelle serait la cause de cette panne. Alors, est-ce que c'est le rouleau d'extrémité qui a un roulement défectueux, est-ce que c'est la bande qui est détendue, etc. Je vous en passe. Donc, on a mené ça avec un plan d'expérience, et concrètement, ça donne quoi? Déjà, c'est dirigé par Alstef. Alors, on leur construit la démarche, et puis après, ils l'ont exécuté. Et vous avez là une petite vidéo qui va durer un peu moins d'1 minute, et qui décrit, en fait, comment est fait le plan d'expérience. Voilà. Donc là, vous avez un convoyeur de test qui est dans un atelier de l'usine. Voilà. Donc, c'est un convoyeur qu'on martyrise un peu. Il a des capteurs dessus, vous pouvez le voir. Un certain nombre de capteurs qui sont expérimentés donc, par Alstef et qui communiquent déjà avec la plateforme. Donc vous avez des capteurs, on voit les capteurs qui étaient sur le moteur et ceux qui étaient en dessous. Vous avez le cas, comment on bloque un bagage, parce que ça arrive souvent dans les systèmes de convoyeurs, qu'il y a un bagage qui se bloque quelque part dans un angle. Donc vous voyez, il y a quelques bagages à poser. Donc là, il est bloqué avec une barre. Hein, et donc on apprend, on collecte les données, on dit, sur cette période, on était dans un mode bagage bloqué, il y avait tel symptôme. Donc là, on est plutôt dans un mode de fonctionnement. Là, on est plutôt dans un mode de panne. On a essayé de détruire au maximum un roulement. C'est un cas très compliqué à détecter, celui-là, parce qu'on se rend compte que, alors, il y a plusieurs roulements, hein, évidemment, dans ce système, mais celui-là en particulier, en bout, même quand il est totalement détruit, le convoyeur marche très bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'Alstef a appris, c'est qu'en gros, on pourrait laisser le roulement se dégrader hyper longtemps, finalement, tout marche pas trop mal. Sur d'autres cas, c'est moins vrai. Alors, au final, ça donne quoi, hein? Donc, on collecte, on peut faire de la maintenance conditionnelle. Par exemple, une maintenance conditionnelle de base dans le cas d'un convoyeur, c'est la bande est décentrée, on y va tout de suite. Voilà, on évite qu'elle frotte sur le bord, ça c'est de la maintenance conditionnelle, c'est très binaire. Après, on a des choses plus compliquées qui viennent du plan d'expérience. Et l'objectif, donc, c'est de donner un autodiagnostic, puis plus tard, d'aider, alors Benoît viendra dessus, à la décision. Donc on fait ça par des techniques d'apprentissage automatique qui fabriquent des modèles du convoyeur, qui collectent des données, qui fabriquent des modèles, et qui fabriquent en l'occurrence 3 modèles en cascade, mode de marche, défaillance ou pas, et mode de panne. Voilà, donc on a, dans le cas d'Alstef, on a des modèles qui sont assez fiables dans la théorie, on verra plus longuement après dans la pratique sur les aéroports, mais des modèles qui théoriquement ne se trompent pas, qui se trompent de moins de 1% du temps. Alors ça donne quoi? La première vision qu'a le responsable, on va dire un peu maintenant, c'est ça. Il a les données de chaque convoyeur en temps réel, donc il les voit à des fréquences différentes. Ça peut être jusqu'à la seconde pour les intensités. Donc ça, c'est ce qu'il voit dans la plateforme. Et en haut, vous avez un premier autodiagnostic qui est donné chaque minute. Voilà. Donc quel est le mode de marche actuel du convoyeur? Est-ce qu'il est en panne? Et s'il est en panne, quel est le diagnostic proposé pour la panne? Donc là, plutôt des tambours moteurs avec un score de confiance qui est associé. La finalité, c'est pas ça. Hein. La finalité, c'est effectivement, bien sûr, il y a ce lien dans la GMAO. La finalité, c'est de générer l'intervention qui va bien au bon moment. Voilà. C'est vraiment ça la finalité. Mais vous avez déjà le premier niveau. Alors pour faire ça, on a tout un dispositif, je vous l'ai expliqué, pour capter. Et donc savoir gérer et déployer tous ces capteurs, c'est juste ce qui permet de passer à l'échelle. Ça marche très bien sur un équipement. Maintenant, quand on imagine 500 convoyeurs par aéroport, etc., ou une usine, hein, on a toujours ce même problème. Donc, on a tout un système de gestion des capteurs à distance qu'on propose, qui permet de les administrer, de les déployer, etc. Alors, comment va se passer le déploiement? C'est facile, les capteurs sont posés sur la machine. Il y a un dispositif de communication qui a un identifiant unique. Quand la machine s'allume, elle se déclare sur un réseau privé. Et puis, quand on vient enregistrer, on vient charger les données en fait, dans la GMAO, on met cet identifiant et tout se fait en cascade. Donc en cascade, on commence à enregistrer les capteurs, vérifier qu'on a le droit de communiquer avec eux, vérifier la sécurité, déclarer les capteurs dans la plateforme, etc. Tout est automatisé sur toute la chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, dans le projet d'Alstef, on en est complètement à l'autodiagnostic et la phase suivante, Benoît en parlera après, mais c'est d'aller avec ces autodiagnostics vers quelle décision on prend. Et ça, pour le faire, on va de nouveau essayer d'appliquer de l'apprentissage et on va faire quoi? On va observer les décisions que prendrait une équipe de maintenance face à cette diagnostic et on va s'en servir comme base, comme modèle de fonctionnement pour la plateforme.
Voilà l'idée. On a quasiment terminé, il restera juste la petite partie déploiement finale, mais moi je trouvais intéressant pour des industriels qui souhaitent se lancer un peu dans cette aventure-là. Si j'avais 3 petits conseils à leur donner, après vous les prenez pas, mais je pense qu'ils peuvent avoir un intérêt. Bon, avec notre retour d'expérience de un peu plus d'1 an maintenant, on se rend compte qu'on n'a pas eu que des facilités. Déjà dans un premier lieu, voilà, on est sur un marché technologique qui est vraiment en pleine expansion et que les choix que vous faites aujourd'hui en termes technologiques ne seront pas forcément vos choix de demain. À titre d'exemple, je crois qu'on a changé peut-être 4 ou 5 fois de solution technologique en 6 mois. Parce que vous vous accordez sur une solution technologique, vous avez un certain nombre de compromis que vous faites quand même, puisque ce que vous souhaitez n'existe pas. Et puis, vous vous accordez dessus, vous faites ce choix, vous dites OK, on part là-dessus. Et puis, la semaine d'après, vous faites quand même votre veille technologique, puisqu'on est sur un marché en pleine expansion. Puis là, vous vous rendez compte, oh, magique, il y a un nouveau capteur qui vient de sortir, etc. Et puis, celui-ci me permet de réduire un peu mes compromis. Donc, vous rechangez de choix. Et en fait, de la même manière, suite au plan d'expérience, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas pensé, ou il y a des choses qu'on a pensé, on a pensé que ça allait être important, au final ça l'est moins. Donc en fait, voilà, je pense que dans une démarche de R&D, ça peut à peu près se comprendre qu'on puisse aller sur plusieurs routes à un moment donné, mais au bout d'un moment, il faut quand même se fixer et aller sur une seule trajectoire. La technologie actuelle, le marché fait que c'est quand même assez compliqué. Le deuxième, c'est de bien s'entourer et de ne pas oublier en fait la maintenance. Donc en fait, ce sont les collaborateurs maintenance qui vont vraiment utiliser ce système. Je le disais tout à l'heure, c'est pas des informaticiens, c'est pas des analystes, mais on peut très vite rentrer dans un schéma informatique très complexe. Et il faut toujours garder cet esprit de pragmatisme et de solutions assez faciles à utiliser pour les techniciens. Et donc, il ne faut pas penser qu'à la chaîne de collecte, il faut penser à la redescente et comment vous interfacez le dialogue l'IHM avec vos techniciens, parce que c'est eux derrière qui vont intervenir. Donc ça, c'est très important. Et il ne faut pas négliger non plus l'ensemble de la chaîne. Donc la valeur ajoutée pour moi d'un système IoT, ça dépend aussi de la fiabilité des données que vous lui remontez. Si une plateforme IA, vous lui remontez des données fausses, elle vous donnera des préconisations fausses, hein, concrètement. Donc il ne faut absolument pas négliger les capteurs, il faut que ça reste des capteurs industriels, vous pouvez les connecter après à des systèmes d'IoT, mais aujourd'hui on arrive sur le marché à avoir un certain nombre de capteurs qui sont complètement connectés. Il faut faire attention à l'étalonnage, à la calibration de ces capteurs-là, mais les données que vous remontez, si celles-ci sont fausses ou ne sont pas bien étalonnées, vos préconisations, enfin les préconisations qui redescendront ne seront forcément pas bonnes non plus. Voilà. Et pour finir, parce que je crois que c'est la dernière slide, en perspective de déploiement, donc en fait, aujourd'hui on en est à un stade de plan d'expérience finalisé, le concept est validé, un certain nombre de choses restent encore à définir, mais globalement on est dans un projet qui a bien avancé. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est le passage à l'échelle. Et ce passage à l'échelle, ça nécessite effectivement de finaliser une étude technico-économique parce qu'on va devoir la proposer demain à nos clients. Donc il faut que ça soit quelque chose qui soit rentable aussi pour notre client. Donc il faut qu'on trouve les arguments qui vont devoir le convaincre. On doit faire l'implantation dans le cadre source. Hein. Donc comme je disais tout à l'heure, l'aspect interface avec le technicien est très très important. Donc il faut vraiment qu'on se focalise dessus pour essayer de rendre le système le plus agréable et le plus pragmatique pour le technicien. Donc ça, c'est encore. On a déjà de grandes idées hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a peut-être quelques ajustements qui resteront à faire, parce que potentiellement, ce système est capable de transmettre un certain nombre d'informations. Si on est pollué par l'information, le technicien ne s'en sortira pas. Créer tout le dossier d'industrialisation, donc ça, on l'a déjà réalisé en partie, et enfin réaliser un POC sur site. Donc là, on a identifié un certain nombre de partenaires clients qui veulent travailler avec nous sur ce projet-là et acceptent qu'on puisse installer une petite dizaine d'équipements, une petite dizaine de systèmes de monitoring d'équipements afin d'affiner en fait l'ensemble de nos modèles. La question en fait qui va rester en suspens, sur lequel on est en train de répondre, et je pense qu'on est plutôt aujourd'hui sur la deuxième partie, mais en gros, c'est est-ce qu'on veut un modèle de prévision ou est-ce qu'on veut un modèle de décision ? Et concrètement, aujourd'hui, je pense qu'avec le retour d'expérience qu'on a, on part plutôt sur un chaînage vers un modèle de décision, d'aide à la décision et d'aide à la maintenance. Voilà. Juste une question, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des domaines qui sont en constante évolution. Donc, qu'est-ce que vous êtes fixé comme critère pour dire maintenant stop, c'est mûr?
et on passe à l'expérimentation sur un site. Je commence si tu compléteras si j'ai oublié des choses. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment on a arrêté notre choix, si je comprends bien la question? Déjà que c'est que si on ne l'arrête pas, de toute façon on n'arrive pas à avancer. J'ai envie de dire c'est la première réponse. On se fixe quand même un calendrier. Ce calendrier, il est quand même, l'objectif est ambitieux. On veut rester ambitieux dans cet objectif. C'est pour ça que notre calendrier il est quand même fixé. Aujourd'hui, on est dans un système où la solution qu'on a identifiée nous permet très peu de compromis. On arrive à peu près à avoir ce qu'on veut. Il nous reste quand même, et on est encore en train de travailler dessus, sur la chaîne de captage, on a encore des modifications à faire et on est encore en train de travailler sur des potentielles solutions annexes, mais qui n'auront pas d'impact après cette chaîne-là, qui n'auront pas d'impact sur la suite en fait, de la chaîne d'acquisition des données. Donc on va dire qu'aujourd'hui, 85% en fait, de la chaîne de collecte est figé et fonctionne bien. Là maintenant, c'est l'industrialisation, c'est le fait de passer en nombre, en masse, qui aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose concrètement. Entre le prototype qu'on fait dans un atelier et puis équiper 200 convoyeurs, il y a forcément un delta assez important. Et donc cette phase d'industrialisation, aujourd'hui, elle nous permet de nous poser ces questions-là. Et même si aujourd'hui, je pense qu'on est globalement assez fixé sur ce choix. Alors, le POC démarrera début du deuxième trimestre. Et donc, l'idée, c'est que le choix, enfin, le produit final soit, on va dire, commercialisable ou tout du moins optionnable dans nos offres systèmes d'ici la fin de l'année. Juste pour compléter, 3 critères en fait finalement qui se dégagent pour valider la chaîne de captage dans ce cas de figure. La sécurité, l'évolutivité du système de captage et son aspect bidirectionnel. Il doit pouvoir parler avec nous, mais on doit pouvoir parler avec lui.